Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Lapointe, avec qui je voulais aborder comment, à travers les épreuves de la vie, les défis et la souffrance, la célébrité, on découvre qui on est vraiment et qu'on peut s'épanouir. Donc, nous abordons plein de sujets, que ce soit les troubles alimentaires, la consommation, le décès, les deuils, la séparation, le regard des autres, l'anxiété, le rejet, mais surtout, le plus important, comment on fait pour se découvrir, se reconnecter à qui on est vraiment, se permettre d'être qui nous sommes pour pouvoir vibrer et pouvoir surtout savourer la vie pleinement à tous les jours à travers notre vécu et tous les beaux cadeaux mal emballés de la vie. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Mélanie. Un grand merci d'être présent sur le podcast L'Authenticité mise à nu. Je suis tellement honorée de t'avoir. Donne-moi une raison pour pas de venir. Oh, c'est tellement gentil, ça me touche. Ah ouais. Puis, tu sais, Jean-Marie, je trouve tellement que tu incarnes le titre du podcast L'Authenticité puis mise à nu parce que toi, t'es jamais mal. T'es une personnalité publique, mais jamais que t'es mal de montrer, justement, de te mettre à nu dans ton vulnérabilité puis ton authenticité. Donc, ça peut pas être plus incarné que ça. Ah, part avec le verre. Donc, j'ai envie aujourd'hui, justement, de voir à travers tout ton parcours, parce que tu as tout qu'un parcours, en fait, on n'aura pas le temps certainement de faire le tour de ton parcours, mais j'ai envie de voir comment qu'à travers tout ce que tu peux avoir vécu, que ça soit d'être connu, que ça soit les expériences de vie, les défis, les cadeaux mal emballés que tu as vécus, que ça soit la conso, même l'alimentation, qui n'est pas cachée non plus, que tu es même ambassadeur. Comment qu'à travers tout ça, on se découvre puis on se lâche pas pour être rendu où est-ce que tu es aujourd'hui? Parce que je trouve tellement que tu es un homme inspirant parce que tu as tout qu'un parcours. C'est bien fin. Une belle présentation. Une belle mise en bouche. Écoute, c'est un invité que tu vas recevoir prochainement, Jean-Pierre Chiasson, m'a toujours dit, on ne change pas par vertu, on change par nécessité. Alors, c'est quand tu pognes un mur, quand tu tombes dans une certaine noirceur, tu vis des épreuves, des remises en question, des deuils, des séparations, des problèmes financiers. Dès qu'il arrive quelque chose qui te sort de tes sentiers battus, qui te sort de tes pantoufles, c'est là que tu découvres si oui ou non tu en as de la résilience, tu en as du ressort, puis que tu as du vivant en toi qui cherche à s'exprimer. Donc, la journée que j'ai compris ça, puis Carl Jung en parle beaucoup dans son approche, tu sais, mais moi, je pense que la journée que j'ai compris que mes épreuves, c'était les cadeaux mal emballés et c'est ce qui allait soit me faire grandir ou encore ce qui allait m'aider à contribuer davantage à l'humanité parce que tu peux pas être juste dans la lumière. Tu dois accepter les passages dans l'ombre, dans la noirceur, dans les difficultés. Donc, moi, je rends hommage à tout ça. Puis qu'en même temps, c'est sûr que quand tu viens dans une famille, tu viens au monde avec un papa connu, Jean Lapointe, qui a fait des grandes choses au niveau artistique, au niveau philanthropique, on a goûté à des aspects extrêmement, j'allais dire, confortables. Mes sœurs et moi, on a goûté au luxe, on a goûté à la sécurité financière, matérielle, mais on a goûté aussi à la noirceur de l'addiction, de la dépendance de mon père et de ma mère. Puis, et c'est sûr que de ça est venu au monde cette espèce de capacité de voir qu'il y a toujours une dualité chez un être humain. La journée, et puis je me rappelle, j'étais jeune, là. J'avais peut-être 5-6 ans, puis dans ma petite tête de bonhomme de 5-6 ans, il y a quelque chose qui a comme déclenché en moi quand papa avait un verre de bière devant lui. Ça devenait un autre papa. Et quand papa ne buvait pas, qu'il allait bien, qu'il faisait ce qu'il aimait, ce père-là, c'était le fun. Mais à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui n'a jamais arrêté d'aimer mon père, même dans ses comportements pas le fun.
c'est ça, la différence, c'est que j'aimais pas ses comportements, mais j'aimais le monsieur pareil. Oui, parce que les comportements ne définissent pas la personne. Non, mais c'est dans ta tête de petite fille, de petit gars de 5 ans, 6 ans, tu n'es peut-être pas capable de discerner tout ça, mais ce que tu ressens, hein, c'est que tu te dis, papa est malade, papa est triste, papa n'est pas de bonne humeur, papa souffre, mais tu te croises les doigts, mais papa va guérir, papa va aller mieux, il va aller en thérapie. Donc, cette dualité-là, beaucoup plus tard, ben je la repositionne, mettons, en faisant une série comme Face à la rue, qui parle des personnes en situation d'itinérance. Bien, il y a ça aussi. Tu vois une personne devant toi qui est en crise, qui est en psychose, qui a toutes sortes de comportements. Ben, c'est pas juste ça. C'est pas pour rien qu'on aime dire la personne est en situation d'itinérance. C'est pas un ou une itinérante. On veut pas mettre une étiquette sur la personne. Sur l'humain. Mm-hmm. Hein? On veut pas mettre une étiquette sur l'humain. Absolument pas. On va pas le limiter. Donc, alors, quand je rencontrais des gars et des filles en situation d'itinérance, ben, pour moi, je voyais pas que la personne qui est dans la rue, qui est dans une tente, qui est dans un abri de fortune ou qui survit du mieux qu'il peut ou qu'elle peut. Tu te dis, OK, attends, il n'y a pas juste ça. Donc, ça, c'est le côté, j'allais dire, donner un sens à sa souffrance, un sens à la maladie, de l'alcoolisme et tout ça. Donc, dans l'ensemble de l'œuvre de ma vie, ben il y a eu toutes sortes d'épreuves, mais il y a surtout eu des rencontres, il y a surtout eu des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui m'ont montré un chemin. Jean-Marie, juste avant qu'on continue, parce que il y a beaucoup de gens de l'Europe qui nous écoutent, puis ils savent peut-être pas nécessairement qui est ton papa. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ton père, Jean Lapointe, est-ce que tu peux un peu dire des grandes lignes de ce qu'il faisait? Parce que les gens vont avoir une idée de, lorsque je parlais de célébrité, lorsque tu dis d'être connu, l'abondance, ça va donner une meilleure idée aussi de qui est. Tu fais bien d'en parler. Jean Lapointe, c'était... D'ailleurs, il y a eu quand même une petite brève carrière en France. C'est d'honorer qui il est aussi? Oui, puis tu sais, papa a été connu, puis il a été ami avec des Michel Drucker de ce monde, des Raymond DeVos, des Risset Barrier, pour ne nommer que ceux-là. Mais papa, c'est un artiste aux multiples talents, chanteur, imitateur, humoriste, grand acteur. Et c'est quelqu'un qui a été en duo pendant des années avec Jérôme Lemay. Dans les années 50 et 60, qui ont vraiment connu leur pic, jusqu'au milieu des années 70. Ils se sont séparés en 74. Après ça, papa a eu un petit passage à vide. Il est allé en thérapie et pour arrêter de consommer, parce que papa, c'est quand même quelqu'un qui souffrait d'alcoolisme et de dépendance. Et quelques temps après ça, sa carrière en solo a vraiment décollé. Et il y a, à un moment donné, dans les années, j'allais dire fin 70, début 80, il a fait son coming out. Il a nommé dans les médias que c'était une personne qui avait souffert d'alcoolisme puis qu'il n'avait pas le choix de prendre soin de lui puis d'aller faire des meetings puis de prendre ça 24 heures à la fois et tout ça. Et pas longtemps après, ben on lui a demandé, est-ce que tu voudrais qu'on donne ton nom, que tu donnes ton nom à la maison de thérapie où mon père avait été. Donc, la maison Kerb, du nom de la rue Kerb, où était située la maison de thérapie, est devenue la maison Jean Lapointe, située dans les Vieux-Ports, dans le Vieux-Port de Montréal. Donc, mon père, c'est ça, c'était aussi un homme qui avait des vertus philanthropiques, il avait des visées, des visions philanthropiques, donc il a aussi contribué à la société comme artiste, mais aussi comme humain, qui a voulu donner un sens à sa souffrance en aidant d'autres personnes qui souffrent de dépendance, en donnant son nom à la maison de thérapie, qui existe maintenant depuis 1982. Moi, lorsque je travaillais dans les hôpitaux en tant qu'infirmière, puis lorsque je travaillais en toxico, en désintox, en fait, c'est très connu, la maison Jean Lapointe est très appréciée pour les services. Puis tu sais, je disais au début du podcast que tu portes bien l'authenticité mise à nu, le titre, de te mettre à nu comme ça, la vulnérabilité, mais ton père aussi le fait. Imaginez, si on recule il y a je ne sais plus combien d'années, c'était quelque chose, là, aller sur la place, et c'était une personnalité publique, aller sur la place publique comme ça et nommer, se vulnérabiliser, dire « moi, j'ai un problème d'alcoolisme », c'est quelque chose, mais ça a eu tellement un impact aussi, et ça en a encore aujourd'hui. Bien, t'imagines le guts, le courage que ça a pris, excuse-moi, le courage que ça... Oups, tout est correct. Le décor. Le courage que ça a pris à mon père dans les années 70 de dire « bonjour, mon nom est Jean Lapointe, je suis un alcoolique ». C'était pas du tout reconnu comme aujourd'hui, comme une maladie, l'addiction, tu sais. Alors, c'était osé, c'était risqué. Et de
de dire sa vérité dans toute sa vulnérabilité, c'est sûr que ça a fait beaucoup, beaucoup de bien à tellement de gens, y compris à mon père aussi, de se libérer de ces masques-là, tu sais. Puis quand je regarde l'œuvre de mon père dans ses chansons, dans ses textes, la plupart de ses plus belles chansons, il les a composées et écrites avec Marcel Lefebvre, qui était son grand complice. Puis quand je lis les paroles, c'est là que je regarde dans son mode de vie, de sobriété, d'abstinence. Il va parler de la souffrance, mais dans des termes pas toujours précis, mais comme un peu une poésie. Tu vas être capable de lire le sens entre les lignes. Et je me rends compte que papa s'est beaucoup aussi livré à travers les paroles de ses chansons. Puis en même temps, ben, quand tu es sur une scène à la Place des Arts, au Grand Théâtre, ou peu importe, à l'Olympia de Paris, parce qu'il est allé dans ces salles-là, et t'imagines-tu le rush qu'il devait ressentir de voir les gens se lever, l'applaudir, puis en même temps, Jean-Pierre Chiasson, le docteur que tu vas recevoir, il avait déjà dit, ton père m'avait confié à un moment donné qu'à la Place des Arts, il m'avait dit, écoute, il y a des milliers de personnes qui se lèvent, mais il y en a un qui reste assis. Puis là, mon père en faisait une obsession, mais pourquoi ce monsieur-là ou cette madame-là s'est pas levé? Donc là, il se remettait en question, pourquoi? Comment ça se fait? Donc, ce sentiment d'être un peu rejeté ou de ne pas être aimé, de cette insécurité-là, sans se demander, mais peut-être que le gars, il est en fauteuil roulant, il ne peut pas se lever. Peut-être que le gars, il ne peut pas se lever parce qu'il y a une crampe. Il prenait ça personnel à lui. Il le prenait personnel, ça veut dire qu'il n'a pas été assez bon. Puis beaucoup d'artistes vont avoir ce sentiment-là de peut-être pas assez performer parce qu'au lieu de regarder les 5000 personnes qui se lèvent et t'applaudissent, tu focuses sur celui ou celle qui ne s'est pas levé. C'est fou. Ben, focus. Change de focus. Puis comme tu dis, ça n'a peut-être même pas aucun lien avec la personne, là. Comme tu dis, peut-être en fauteuil roulant, peut-être qu'il y a des douleurs, on n'a aucune idée. Exactement. Puis même, à la limite, mettons que le gars ou la fille a trouvé que c'était un bon spectacle, mais il a le droit de ne pas se lever aussi. Oui. Ça se peut que ce gars-là va triper sur Yvon Deschamps, sur Ginette Trudeau, sur un autre artiste de la relève, mais moins sur, mettons, Jean Lapointe. Mais c'est fou comment on peut se remettre en question à cause de ça. Donc, cette espèce d'insécurité-là que mon père pouvait vivre, il en avait parlé à son médecin, à Dr. Chiasson. Alors, c'est drôle comment cette sensibilité-là, je la reconnais aussi chez moi. Tu l'as toi aussi. Ben oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des outils, ce que mon père n'avait pas il y a 40, il y a 50 ans, que ce soit la psychothérapie, des livres, des podcasts. On en a des ressources pour s'aider à prendre une certaine distance et accueillir nos zones d'ombre. Alors, quand tu les as puis pas... je t'arrête encore, mais justement, des ressources, on va en partager, en fait, pour les auditeurs. On va partager plein de ressources sous la vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous sur la chaîne YouTube L'Authenticité mise à nu. Puis sous la description de la vidéo, on mettra plusieurs ressources, justement, pour pouvoir aider les gens. Bien, bonne idée de le faire. Puis tu comprends qu'aujourd'hui, on a accès à ces ressources-là. Mais... le réflexe, si tu recules il y a 20, 30, 40 ans et plus, c'est bien plus de prendre, écoute, j'ai un mal de vivre, je suis pas bien. Ah, l'alcool. Ah, le cannabis. Ah, d'autres médicaments, qu'ils soient prescrits ou pas. Ce sont des accès faciles pour pas te sentir. Parce que quand tu te sens... geler la souffrance. Ben, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, à ce moment-là, tu vas t'auto-médicamenter. Alors, tu sais, j'ai grandi dans cet univers-là, mais je comprends la souffrance parce que ça demande du courage de la vivre, cette souffrance-là. Ce mal de vivre-là, qu'il soit, mettons, de courte durée, temporaire ou échelonné sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, je pense que c'est ça, être humain aussi. D'être pleinement humain, c'est d'accueillir toute son humanitude. Se permettre de vivre ce qu'on ressent puis ce qu'on vit actuellement. Puis ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend. Mais je ne l'ai pas appris quand j'étais jeune. Non, puis c'est justement une des raisons pourquoi je suis vraiment heureuse de t'avoir sur le podcast, Jean-Marie, parce que tu as tellement vécu de choses, mais aujourd'hui, ça te sert de force, tout ce que tu as vécu. Puis les gens qui écoutent, ils vont sûrement se reconnaître, mais même s'ils n'ont pas un papa qui était connu ou qui ne sont pas une personnalité publique comme toi, il y a des choses que tu vas partager aujourd'hui dans l'épisode que les gens peuvent se reconnaître. Puis je trouve que c'est inspirant parce que tu en as vécu beaucoup, avec beaucoup de défis, puis ce que tu fais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc là, si on revient, tu sais, tu disais, avant que je te coupe pour dire qu'on allait mettre des ressources sur l'épisode, sur l'enregistrement de l'épisode, tu disais que petit, tu voyais ça, tu avais conscience de ça. Donc, tu avais conscience autant des beaux moments de ton père que des moins beaux. Puis
si tu avais cette sensibilité-là, là, c'est une question parce que j'ai aucune idée, cette sensibilité-là à l'autre, ça veut dire que même petit, tu devais ressentir autant les wow, les highs de ton père qu'autant la peine, la souffrance, le mal de le vivre, j'imagine? Absolument. Oui. Mais moi, je pense qu'un jour, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est vraiment concrétisé, ça s'est fait progressivement, mais la journée que j'ai consciemment ou pas pleinement accepté cette grande vulnérabilité-là, cette grande hypersensibilité-là. Si j'avais à nommer mon super pouvoir, c'est ça. C'est mon hypersensibilité qui, loin de me handicaper aujourd'hui, loin de me faire peur, je m'en sers pour mieux être en contact avec toi, avec les personnes que je croise, même les gens que je vais observer, que ce soit à une gare d'autobus, que ce soit à l'épicerie, au gym, je vais percevoir les choses, ça va être vif, je vais être à vif, puis je vais vivre l'émotion, ça va me... Oh! Mais je la fuis pas, je la laisse me pénétrer, là je la ressens, et après ça, comme une vague, ça monte, mais ça, j'avais pas honte, mais un petit peu honte, j'avais honte de ça, parce qu'on associait ça aux filles. Un gars qui vit des émotions à l'âge primaire, au secondaire, on te traitait de moumoune, on te traitait d'efféminé, on te traitait de tous les espèces de noms. T'es une fille manquée, whatever. Alors, tu te dis, ah, OK, donc, le fait de vivre des émotions, ça met les gens mal à l'aise. Eux autres, ils vivent quelque chose qui n'est pas le fun. Donc, moi, comme je veux plaire, puis je veux être aimé, puis je veux pas être rejeté, mais là, tu apprends à mettre un bouchon sur tes émotions et tu essaies de fonctionner du mieux que tu peux. Mais c'est sûr que ça fonctionne à très court terme, ce mode de survie-là. Ça a des impacts destructeurs. Absolument. Alors, à ce moment-là, autant jeune, que ça me brimait dans ma façon d'être. Le jugement des autres. Jeune, là, ouais. As-tu des souvenirs très jeunes? Ah, tellement. Petit? Plein. Ben oui, plus petit jeune. Petit comme primaire avant ça? Primaire. Oui. Absolument, primaire. Ça remonte à loin. Oui, au primaire, au secondaire, je suis allé au collège Notre-Dame, puis à cette époque-là, c'était juste des gars. Donc, au primaire, c'était mixte. Mais je me souviens que, comme en plus, moi, j'étais entouré que de filles à la maison, j'ai juste des sœurs. Donc, tu comprends que j'étais dans un univers d'émotions, de sensibilité, donc le petit cul là-dedans, puis mon père aussi. Donc, cette hypersensibilité-là qui était peut-être un peu inconfortable pour beaucoup de gens, qui m'envoyaient à moi un message, ben, ressens pas ça. Alors, j'ai mis un bouchon là-dessus. Ressens pas ça pour pas créer des malaises, puis pour pas ne pas être aimé par les autres. Puis pour pas aussi, effectivement, accepter, en fait, parce que on t'envoie un message. Les religieuses, les adultes, ils disent, ben non, un gars, ça pleure pas. Cette célèbre phrase qui est culturellement répandue ici au Québec, puis probablement dans beaucoup de pays en Occident, que quand t'es petit, puis qu'il y a un garçon, même plus grand, t'es pas supposé pleurer ou montrer ta vulnérabilité. Mais qui ont tellement d'impact. Ah ouais. Donc, tu vivais tout ça à différents niveaux avec cette sensibilité-là, mais tu le castrais, tu enfouais le tout parce que, à cause du regard des autres, ça devait générer tout qu'un mal. Avais-tu un mal de vivre, Jean-Marie? Bien, de toute façon, probablement que oui, mais on s'habitue à tout, hein? On s'habitue à l'inconfort, on s'habitue à subir de la violence, de la violence psychologique, on s'habitue à tout, à l'intimidation, on s'habitue à tout. Donc, moi, j'acceptais que quand ça commençait à monter, fallait que je ravale, fallait que, je retienne ça. Mais quand ça braille, là, quand ça sort, puis quand ça finit par sortir, c'est pas juste des petites larmes, là, c'est un tsunami de larmes. C'est là que ça t'anéantit, parce que ça fait des années et des mois que tu retiens ça. Donc, si tu remets aujourd'hui, maintenant, en 2026, quand moi, je vis mes émotions, je les vis, je ne retiens rien. Au contraire, ça me permet de ressentir l'autre. Et c'est ça, là, je dis que c'est peut-être ça mon super pouvoir. Mais oui, puis je rajoute, Jean-Marie, à ça, tu sais, puis tu l'as nommé tantôt, mon hypersensibilité, mon super pouvoir, je le prends pour être à l'écoute, pour être ouvert à l'autre. Mais la différence, c'est que maintenant, tu ne t'oublies pas toi aussi. Toi aussi, cette hypersensibilité-là, cette écoute-là, cette ouverture-là, sans jugement,
eh bien, tu l'as vers toi aussi en te permettant de vivre ce qui est là, en te permettant d'exister, puis peu importe ressentir l'émotion ou ce qui remonte en ce moment. En premier. Donc oui, c'est ça. C'est toi qui es en premier. Exact. Au premier plan, qui vit l'émotion, avant même que je te l'exprime avec des paroles ou avec des larmes, c'est Bibi qui les ressent, c'est moi. Donc, alors moi, je me freine plus. Je mets plus de filtre. J'enlève mes lunettes et je les ressens pleinement. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que ça permet à l'autre d'aller là aussi. Donc, tu viens de désamorcer un malaise potentiel parce qu'encore aujourd'hui, on le voit. C'est juste des croyances. Ah oui. Au contraire, ça génère tellement de pouvoir s'ouvrir, en fait, de juste se permettre d'être qui on est pleinement dans ce qu'on vit présentement. Ça a des impacts sur tout le monde, sur soi puis sur l'autre personne. Puis, c'est pas de la magie, mais il y a tellement de choses. Je vous encourage à expérimenter là parce qu'il y a des choses qui se font par soi-même, il y a des choses qui se créent, qui se passent, qui remontent, des contacts qui se font à ce moment-là. C'est beaucoup plus puissant. Ça va au-delà des mots, au-delà des paroles. Mais ça va directement te relier à ton histoire de vie. Oui. Tes histoires à toi, tes zones de souffrance, tes périodes difficiles de chaos, tout ce que tu as pu vivre depuis ta naissance à aujourd'hui, ce sont des outils te permettant d'être en relation avec les autres. Donc, quand tu regardes toutes les épreuves, Est-ce qu'on peut justement, je te coupe Jean-Marie, tes épreuves, là, parce que tu en as vécu vraiment beaucoup, puis ça en lit dans les détails de tes épreuves, là. Ouais. Mais pour que les gens qui écoutent aient une bonne idée. Là, on a parlé d'une personnalité connue. Ton papa aussi, c'était une grande célébrité, même ici en France, partout. Au niveau de la consommation, toi aussi, tu as eu des troubles de consommation. L'alimentation. Tu as vécu des défis, troubles alimentaires. Ouais. Des relations plus difficiles, j'imagine. Oui. Ouais. Donc, si on recule là, dans ces moments-là, parce que ce que je veux, c'est que ça soit aussi inspirant pour la personne qui présentement n'a aucune idée de ce qui se passe. Parce que là, c'est beau ce qu'on est en train de parler, que se vulnérabiliser, se permettre de... C'est très beau, c'est très facile à dire, mais lorsqu'on est dans la noirceur, lorsque ça va pas, c'est très difficile. C'est pas facile à dire. Donc, mettons là, tantôt quand tu dis, ça fait tout un tsunami quand tu casses tout ça, tu enfouis toutes tes émotions, tu essaies d'en paraître pour pas déplaire. Si on revient à ce moment-là, là, avant que tu te permettes tout ce que tu te permets aujourd'hui, c'était comment à ces moments-là? Ben, je sais pas si c'était un moment en particulier en tête, non, mais juste pour quelqu'un qui entend, là, puis qu'il fasse comme « Hey, c'est de même, je me sens, là. » Puis c'est possible d'aller mieux, c'est possible de s'en sortir. En fait, je vais répondre par la conclusion. Vas-y. Je vais donner un exemple très concret. Alors, il y a quelques années, je suis au gym, je suis à côté d'un pèse-personne. Je suis en train de faire mon exercice et on est lundi matin. Il y a une fille qui arrive avant son gym, avant qu'elle fasse sa séance, elle monte sa balance. Puis là, je la vois qui regarde les chiffres et je vois dans son regard les chiffres qui apparaissent qui dit une tristesse, une honte, un découragement. Genre, ça veut dire, j'entends quasiment sa voix qui dit ah, c'est grosse. Tabarnak, tu l'as pas. Mais ça, c'est un discours que moi-même, j'ai porté envers moi. Mais je l'ai décodé. En fait, ça pourrait être juste savoir une émotion, genre la honte. Est-ce que je l'ai échappé encore? Tabarnak. Puis, moi, d'avoir ressenti ça, c'est pas tant une projection d'avoir... J'ai vu comment elle s'est sentie. Je l'ai vu comment elle s'est décomposer sa balance, tu sais. Bon. T'as pas pris son émotion, t'as reconnu quelque chose que t'as déjà vécu. Mais j'ai ressenti de quoi? Est-ce que ça a fait raviver des choses en moi? Ben oui, ça a ravivé en moi la honte, le fait qu'il y avait des crises de boulimie, des comportements qui faisaient que je me détestais, j'avais perdu le contrôle, j'aimais pas le chiffre qui apparaissait sur la balance. C'est ça que j'ai vu. Et en la regardant, qui débarque de la balance, je me suis levé, j'ai dit, je me souviens pas exactement comment je lui ai dit, mais j'ai dit une affaire comme, ça n'a pas été facile en fin de semaine, ça n'a pas été facile en fin de semaine. Puis
Et là, j'ai dit, elle a osé me dire non. Et là, je la vois pleurer. Puis là, je dis, je sais pas c'est quoi ton nom, mais essaye de ne pas t'identifier aux chiffres. T'es pas que ce chiffre-là. T'es bien plus que ça. Donc, si moi, le trouble alimentaire, si la honte, si les moyens compensatoires que j'ai faits pendant des années pour essayer de perdre du poids, pour essayer de contrôler mon assiette parce que j'étais en perte de contrôle devant le frigidaire, devant l'assiette, si moi, j'accepte pas ça, si moi, j'accepte pas le passage à la noirceur, comment veux-tu que je ressente ça? Et si je le ressens, c'est sûr que je n'irai pas plein d'empathie puis plein de compassion vers elle. Je vais tout de suite me fermer, puis je vais avoir probablement encore la même langue qui me parle. Ah, c'est une grosse torche, tu sais. Je vais encore la juger comme je me jugeais, alors que non. La petite voix, puis c'est ça que j'avais dit. Tu as une petite voix qui te parle présentement. Elle n'est pas fine, celle-là. Et on avait amorcé notre amitié, notre conversation à travers un démon pour elle à ce moment-là, qui a déjà été omniprésent dans ma vie, puis je ne veux plus y retourner là. Donc, en allant vers elle, ça voulait dire que j'acceptais mon passage et que je n'avais pas souffert pour rien puisque je lui offrais mon vécu sous forme de douceur, de non-jugement, puis surtout de câlin qu'on s'est offert à la fin, tu sais. C'est I feel you, tu sais, c'est juste ça. Et à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'on se revoyait, c'est comme si je revivais notre première rencontre qui était faite dans la vérité et la vulnérabilité. Puis quand on accepte de vivre dans la vérité et la vulnérabilité, juste, c'est soulageant. C'est soulageant. Alors aujourd'hui, autant je voulais pas être rejeté, je voulais pas être abandonné, je voulais donc être aimé, j'ai donc quitté l'amour. Aujourd'hui, il y a une petite voix qui me dit, un peu vulgairement, mais on s'en calisse, tu sais, je me fous de ce que les gens vont penser parce que je ne veux pas être aimé dans le regard des autres. Je veux faire selon mon agenda à l'intérieur ici qui me dit de faire quoi? Bien, fais-le. Et de toute façon, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont moins aimer, il y a des gens qui vont t'applaudir, puis il y a des gens qui vont te trouver, tu es donc une estifie de bébite pas normale. Ben oui. Mais de toute façon, tout ce que tu viens de nommer là, je me le suis dit moi-même. C'est vrai que je suis une petite bébite spéciale. C'est vrai que je suis ci, je suis ça, mais je me définis pas par ça, par contre. C'est tellement beau ce que tu viens de partager, Jean-Marie. C'est beau, puis ça touche tellement de gens. Il y a tellement de choses, en fait, dans ce que tu viens de dire. Juste l'alimentation, juste notre regard envers soi. Mais ça, Mel, tu sais, prends l'exemple de ça, le trouble alimentaire, que j'ai regardé en pleine face. Puis que je lui ai dit, c'est pas toi qui vas diriger ma vie. Donc, la petite voix méchante, des fois, qui se manifeste, je la regarde et, hey, attends une minute. Prends donc un petit 2 minutes, là. C'est plus moi, ça. Mais c'était la même chose avec les peines d'amour. C'était la même chose avec les problèmes financiers. C'était la même chose avec les deuils, les pertes. Ma mère qui décède, ça a été tough. C'était un point tournant majeur, tu sais. Si tu avais à me dire, là, hey, Jean-Marie, y a-tu eu des moments dans ta vie où il y a eu vraiment un tournant majeur? Bien, la mort de ma mère. J'ai 26, ma mère 49. Je veux dire, on pourrait y revenir, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai été anéanti. J'ai voulu mourir. J'ai voulu mourir. Ouais, la douleur, l'émotion que je ressentais quand ma mère était morte, quand ma mère est morte, ça a été à un moment donné tellement fort que je me dis, il faut que j'arrête de ressentir ça. Ça fait trop mal. Les peines d'amour, les grandes peines d'amour que j'ai vécues dans ma vie et la mort de ma mère, ça a été tellement douloureux que je peux comprendre les gens qui se disent « Je ne peux plus supporter cette souffrance-là. Il n'y a aucune drogue, il n'y a aucun médicament qui va l'alléger. » Je comprends pourquoi les gens sont au suicide. Je comprends. As-tu eu des idées suicidaires à ce moment-là? J'ai eu des pensées. Des pensées? J'ai eu des pensées suicidaires, puis je me disais « si ça ne marche pas, j'irai rejoindre ma mère. » J'avais mon prix de consolation, c'est bizarre à dire, que j'allais rejoindre ma mère. Donc, regarde, c'est pas la fin du monde. Si je pour mourir... Fait que t'arrivais à banaliser le fait de mourir. Ben oui. Pour pouvoir diminuer ta souffrance. Ou est-ce que c'était de banaliser le fait de mourir ou de banaliser ma souffrance? Les deux. Ben, il y a plutôt ça. D'ailleurs, je veux juste, pour ceux qui écoutent, si jamais c'est trop difficile ce qu'on partage, parce qu'on touche des sujets assez profonds qui peuvent être très blessants,
et qui peut justement réveiller des choses. Puis Ouais. si présentement ça va pas, c'est important d'aller chercher de l'aide. Gardez pas ça tout seul. Ben non. Gardez pas ça sous silence. Puis, je me répète, les ressources vont être sous la vidéo, mais il y a de l'aide possible. C'est important d'aller en chercher, peu importe. Puis, si jamais c'est trop difficile d'écouter l'épisode, ben, mettez ça sur pause. Ah ouais. Puis, appelez quelqu'un, allez Ouais. chercher de l'aide. Restez pas tout seul avec peu importe ce qui remonte en vous, mais surtout permettez-vous-le parce que Ouais. Puis c'est donne-toi une autre libérateur. journée. Donne-toi une autre journée. J'adore tellement quand tu dis ça. Ah, là. ouais, j'avais dit ça à un moment Une donné. autre journée. Ça a popé une fois. Ça a popé une fois dans une entrevue, dans un partage sur la semaine de prévention du suicide. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire un témoignage. Puis, écoute, je sais pas, c'est pas quelque chose qui est planifié, c'est pas un texte qui est appris. Puis, je me souviens, moi, dans ma noirceur, je me souviens dans une période de ma vie, ma mère était encore vivante à ce moment-là. Puis, écoute, est-ce que j'aurais eu à avoir un diagnostic qui m'aurait peut-être amené en dépression ou en burn-out? Probablement, assurément même. Mais je me souviens que quand je me levais le matin, là, c'était lourd. C'était lourd. De me lever, là, d'aller prendre ta douche, de sortir ton chien. Écoute, c'était lourd. Puis j'avais une arme à feu à ce moment-là à la maison, puis je l'avais mon moyen là, d'en finir, tu sais. Puis on dirait que le matin, je me levais et là, c'était lourd, là, tu sais, le fait de dormir, puis j'avais absolument aucune consommation de drogue, d'alcool. À cet âge-là, dans ma vingtaine, moi, j'ai découvert ça dans la trentaine. Donc, Plus vieux. ouais, donc dans ma Fait que là, vingtaine... tu souffrais à jeun, à fret. Ouais. C'était lourd. Pas de médicaments, pas de thérapie, à rien, là, tu sais. Et je me levais à tous les jours, puis je me disais, je me passe-tu aujourd'hui? Est-ce que je m'enlève la vie aujourd'hui? Parce que t'avais un fusil, t'avais un gun pour la faire. Ah ouais, j'avais un pistolet. OK. J'avais un pistolet, je faisais du tir à la cible. J'étais membre d'un club, puis je faisais du tir à la cible, puis j'aimais ça. Mais en même temps, tu peux t'en servir pour faire du mal aussi, à toi ou à d'autres. Uh-huh. Mais là, je me rappelle que cette phrase-là, je me la répétais à tous les jours. Ouais, donne-toi une autre journée, donne-toi une autre journée, donne-toi une autre journée. À tous les jours. C'est pour ça que dans le partage, quand on parle de prévention du suicide, ouais, donne-toi une autre journée, donne-toi une autre journée, donne-toi une autre journée. Puis te le répète, puis te le répète, puis te le répète. Je trouve ça tellement important de s'en faire un slogan. Donne-toi une autre journée parce que il n'y a rien qui est permanent. Autant ta souffrance qui est lourde, qui t'attire vers le bas, tu as l'impression d'être dans la vase, dans le sable mouvant, il n'y a rien qui est permanent. Même si ça, Tout change. Tout change tout le temps. Tout change. Mais lorsque tu es perception, dedans... Oui, mais c'est ça, quand tu es dedans. Lourd. C'est tellement puissant, cette phrase-là. Je t'avais demandé si tu pouvais la mettre dans mon prochain livre parce que je trouve tellement qu'elle interpelle puis elle veut tout dire en même temps. Puis c'est autant de se permettre d'exister. Puis c'est ça, les perceptions, c'est que lorsqu'on est dedans, on a l'impression que ça finira jamais, qu'on s'en sortira pas. Mais comme tu dis, c'est temporaire, ça va finir par passer. Fait qu'aujourd'hui, c'est tough, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, puis t'es écœuré de souffrir. Mais j'adore quand tu te donnes, toi-en une autre, là. Encore une autre, là. Pense pas trop loin, là, juste une autre. Tu sais, t'es beaucoup mieux outillé pour le nommer que moi, mais si on avait à regarder le cerveau d'une personne qui a des idées suicidaires depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a quelque chose qui est en malfonction, là. Tu sais, si on avait à regarder tout l'équilibre entre, tu sais, ton niveau de sérotonine, dopamine, adrénaline, tout ça, là, c'est fucked up. C'est sûr que c'est pas... Juste les pensées nous jouent tellement des tours. Un coup, on est dans le négatif puis qu'on fait une spirale, là, c'est sans fin, sans oublier les émotions, Écoute, il y a tellement d'éléments dans tout ça pour ça que... Puis on a tendance à s'isoler, on a tendance à pas vouloir en parler, mais c'est pire. Ouais. C'est pour ça que je dis parlez-en, restez pas tout seul avec ça. Ben tu sais, quand j'ai pris des cours à l'université, je vais saluer Nathalie, ma prof, en relation d'aide. Nathalie nous avait dit, vous savez, comme futur thérapeute, dites-vous ces trois choses-là. Quand vous avez un patient, un client devant vous, posez-lui ces trois questions-là. C'est devenu un trépied pour moi, et pour moi comme pour les autres. Est-ce que la personne devant vous mange bien, a une alimentation saine, a de l'appétit? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle a un sommeil régulier, les bonnes 7-8 heures par nuit que ça te prend? Bon, et est-ce qu'elle fait de l'exercice au quotidien? Si la personne devant vous ne répond pas oui à toutes les trois,
Ça peut être oui à une, oui à deux. Mais s'il y en a un de ces 3 trépieds-là, là, tes pattes du trépied, qui ne sont pas répondues, c'est suffisant pour te fucker à court, moyen, long terme. Donc, moi-même, je me fais cet exercice-là. Quand je fais le pas, quand j'ai des petites passes plus difficiles, je m'auto-examine en me disant est-ce que je dors bien, est-ce que je m'en viens, est-ce que je fais de l'exercice à tous les jours? Et si la réponse est non à un des aspects, bon, parfait. Donc, prends pas de décision. En fait, c'est la base pour prendre soin de soi. Puis, je rajouterais le plaisir. Il faut tellement avoir des plaisirs et des petits bonheurs au Absolument. quotidien. Puis, lorsqu'on commence à aller moins bien, là, il y a ces éléments-là que tu viens de dire, mais il y a aussi, on va mettre de côté en premier ce qu'on fait pour nous faire plaisir. Nos affaires pour le plaisir, le fun, ou nos hobbies, le gym, peu importe, voir nos amis, c'est ce qu'on va mettre de côté en premier. Alors que c'est le contraire. Lorsque ça va pas bien, qu'on a des périodes plus difficiles, il faut en faire encore plus de choses. On a le réflexe inverse. Oui, mais c'est des signaux, ça aussi. Ouais. Donc, ça, pour moi, ces outils-là sont importants. Quand on parle de donne-toi une autre journée, ça en est un. C'est des petits des réflexes. Mais je pense qu'à la base, je me rends compte que quand tu prends du recul et que tu te dis « Oh, c'est tough de ce temps-là. » Je me suis séparé l'année passée, ça a vraiment été tough. Mais je me rappelais tout de suite la phrase que je me disais « C'est temporaire. C'est pas le fun. C'est triste. Gèle pas. Vis-la ta peine. C'est normal. Et c'est important que tu la vives. Mais parle-en. » J'avais des amis avec qui je pouvais ventiler, dont toi, on s'en est parlé l'année passée. Donc, le fait d'avoir des gens précieux dans mon entourage avec qui je pouvais mettre des mots sur les mots, MAUX, ça a été un game changer. Et je me disais tout le temps comme refrain, pas le fun. Accroche-toi à c'est temporaire, le beau s'en vient. Il y avait quand même du beau, il n'y avait pas juste de la noirceur, mais l'inconfort physique, mental, émotionnel faisait en sorte que des fois, c'était plus difficile de voir à du long terme, mais je m'accrochais. Au long terme, je me disais, attends une minute, j'aurai quelque chose d'autre, il va se passer de quoi, et je m'accrochais à ça. Et pourquoi? Parce que ça a toujours été ça. Oui, puis tu te le permettais, Jean-Marie, parce que, tu sais, tu dis, ça fait mal, mais c'est normal. Une séparation, ça fait mal. Ben oui. C'est douloureux. Ben oui. Peu importe la raison, peu importe qui a laissé qui, ça fait mal. C'est normal. C'est une des blessures. C'est quelque chose de souffrant pour l'humain. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe le nombre de séparations. Exact. C'est normal que ça soit douloureux. C'est normal d'avoir de la peine. Et sans oublier tous les deuils qui viennent avec. Donc, se le permettre de le vivre, c'est parce que... Puis, tu sais, souvent, tantôt, tu disais, ça fait partie des croyances aussi, un homme, ça pleure pas, mais aussi, faut pas avoir mal, faut pas être en colère, faut pas être inconfortable. Mais non, ça fait partie de l'humain. C'est ça l'expérience. Oui, ça fait partie de nos expériences de vie. Oui, c'est le fun, ressentir la joie de vivre, être bien, avoir du plaisir, rire aux éclats. Ben oui. Mais c'est toute la gamme d'émotions qui fait partie de l'humain. Puis d'accueillir tout ça, puis de se permettre de le vivre. Non seulement ça devient moins intense dans la souffrance et la douleur, mais ça dure moins longtemps. Si on revient à la peine d'amour, de se le permettre de le vivre, mais on s'en libère, on vit ce qu'on a à vivre. Puis ça dure pas des années, ça revient pas à un moment donné. Puis tu sais, autant la peine qui est inconfortable, qu'on aimerait qu'elle soit allégée ou gelée ou débarrassée le plus rapidement possible, ça voudrait donc dire que quand tu vis un moment d'euphorie, c'est ton anniversaire, tu as un surprise, tu viens de t'acheter une nouvelle voiture, et là, tu as un high, tu devrais l'arrêter? Ben non, vis-le pleinement. Hey, j'aime ça! Vis-le pleinement, savoure-le, yeah. Mais en même temps, oh fuck, c'est vrai que ça ne durera pas, mais profite-en. Savoure ce moment-là, Savoure cet le moment. instant-là, oui. Et la tristesse, la noirceur, la douleur, savoure-le. Expérimente-le, ressens toutes les textures de ta souffrance, puis c'est vrai que tu peux te dire en t'encourageant, ça va pas durer. Donc, le fun ne durera pas, profites-en. Le mal-être ne durera pas, profites-en. Et surtout, et ça a été un changement d'attitude pour moi, un game changer pour ne pas le nommer, c'est que, un peu comme mon ami partenaire d'entraînement qui n'aimait pas son poids livré par la balance, mais c'est aussi mon passé du trouble alimentaire qui m'a servi parce que j'y ai donné un sens. Donc, les peines d'amour, les séparations, les deuils, les problèmes financiers, je les ressens et je les mets au service de l'autre, à l'autre. Donc, autrement dit, maintenant, quand je vis une épreuve, je me souviens, je te parlais, je me souviens, avec ma séparation, je me disais, une peine d'amour à 59 ans ou à 60 ans, c'est pas le fun.
C'était pas le fun à 30 ans, c'était pas le fun à 15 ans, mais j'ai des outils à 60 que j'avais pas à l'époque. Et maintenant, un de ces outils-là qui est précieux, c'est que elle va servir, cette peine d'amour-là, autant pour ta prochaine relation amoureuse que pour celle des autres. Les gens qui vivent plein de peines d'amour autour de toi, là, des grandes séparations, tu sais que ça fait mal. Donc, tu vas pouvoir être connecté à la souffrance de l'autre sans t'handicaper, à condition que tu la vives, tu la métabolises, que tu trouves un sens et que tu donnes autant à ton cœur de guérir. Donc, tu ne peux pas être un bon thérapeute si tu fais semblant d'avoir guéri. Oui, tu as une formule, tu connais des belles phrases. C'est de la théorie, Ah c'est ouais. pas intégré. C'est pas intégré. C'est vraiment pas la même Donc, chose. je ne souffre plus pour rien. Je souffre pas que juste pour moi. Je souffre aussi pour les autres à venir qui vont peut-être un jour se manifester à moi, qui vont me dire « je file pas ». OK, parfait. Ben, on en parle. Puis c'est rare que je suis décoiffé par l'épreuve ou la souffrance de l'autre parce non, que t'es toujours là, à j'ai mon sac. l'écoute. Mais j'ai mon sans sac. juger, oui. Puis ça, c'est puissant, sans même avoir à dire à l'autre quoi faire, juste d'offrir cette écoute-là avec toute l'ouverture, sans jugement, ça a un impact. Puis, Absolument. tu sais, de te permettre, toi, à la base, de vivre tout ça, c'est ça qu'on disait tantôt, les cadeaux mal emballés. Oui, ça fait mal présentement. Ouais. Oui, la situation ou le défi ou l'événement que je vis présentement, ça me fait mal ou j'aurais aimé ça que ça soit pas ça, mais c'est là. Mais de se permettre de le vivre pleinement dans le moment présent, ça nous permet de grandir. Ouais. Puis c'est ça, le cadeau mal emballé. Il y a toujours... Oui, c'est sûr que dans le moment présent que tu ne vois pas ce qui va en ressortir, c'est sûr. Il faut en premier se permettre de vivre toutes ces émotions-là. Mais après, je le vois comme de l'expansion. Il y a tout le temps quelque chose de beau qui regrandit de ça. Toujours, toujours. Puis on le sait pas quand on est dedans. Non. Mais à force, puis c'est un peu ça que tu partages, c'est qu'à travers tes expériences de vie, tu le sais qu'il y a quelque chose qui va ressortir de là. Puis des fois, c'est même des belles surprises parce qu'il y a quelque chose qu'on réalise ou qu'on découvre ou à travers qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais qu'est-ce que le cadeau mal emballé s'il n'est pas offert à son tour? Ouais. Tu sais, l'épreuve, moi, je la trouve délicieuse parce que je la partage, parce que je sais qu'elle a une résonance chez l'autre qui souffre lui aussi. La vie, c'est une danse. Moi, je souffre, tu souffres, je vais mieux, tu vas pas, je suis là. Tu sais, on danse constamment. Oui, puis l'humain, on a besoin d'être en relation. Là, on est des bébites de relation. Oui, les connexions sont tellement On existe par nos importantes. liens. Oui. Mais le plus beau lien, c'est celui que tu entretiens avec toi, puis qu'il ne soit pas entrecoupé. Parce que, non, ça, c'est pas une belle émotion. Ça, c'est un trauma. Ben, attends une minute, on va le regarder, ton trauma, là. Vas-y, va demander de l'aide. Aie pas peur, là. Si tu ressens qu'il y a quelque chose qui va pas, ben, t'as raison. Il y a quelque chose qui va pas. Tu peux pas... Remets pas en doute. Non, jamais douter, se permettre, puis peu importe, on va chercher l'aide, on demande. C'est normal de ne pas savoir, puis c'est juste sain d'en parler et d'aller le demander. Ah oui, écoute, tu sais, il faut se déprogrammer de notre mental parce que notre mental nous sert. Oui, mais il joue très des souvent. tours aussi. Mais il joue des tours. Puis à un moment donné, j'avais entendu dans une réunion anonyme une dame, une avocate, à peine mesurée 5 pieds. Un petit bout de femme de rien du tout. Puis mon Dieu, que je l'avais vue dans des salles de meeting, puis je l'avais vue en thérapie, puis je l'ai vue avant, puis je l'ai surtout vue après. Puis elle était tellement inspirante puis impressionnante. Je l'aimais donc, cette bonne femme-là. Puis elle avait dit dans un partage, et écoutez, puis c'est une hot shot, là, c'est une top avocate, bonne plaideuse. Elle avait dit, aujourd'hui, là, je peux juste vous dire une affaire. Je suis plus trop sûr de ce que je pense. Je suis pas toujours sûr de ce que je dis, mais je suis toujours sûr de ce que je ressens. Je suis toujours sûr. Alors ça, ce que ça veut dire, ce que tu ressens, t'as raison. T'as tout le temps raison de ressentir ça. Remets jamais en question ce que tu ressens. Comme des lumières rouges qui flashent. C'est toujours vrai, sur le c'est toujours tableau de là. bord de ton Exact. char, remets pas en question. Si ça flash, il y a de quoi. Toujours. Tout le Puis temps. c'est tellement important d'écouter ce ressenti-là. C'est nos propres signaux d'alarme, c'est notre intuition, c'est notre cœur, notre âme qui nous parle, Absolument. qui nous dit quoi regarder. Puis, j'ai envie de retourner, on a passé, si tu le veux bien, à ta maman. Mhm. Te dit que, parce que là, c'est beau, comme je dis,
ça a toujours... En fait, notre ami en commun m'avait déjà dit, quand tu partages, ça a tout le temps de l'air facile. Ça a toujours de l'air facile. Puis les gens me le disent des fois, toi, tu sors de ta zone de confort, c'est facile. Mais c'est pas facile. C'est facile de partager après, lorsqu'on le vit, mais dans le moment, c'est pas évident. Puis mettre en application tout ce qu'on dit, c'est pas facile. Puis on est des humains, puis des fois, on échappe. Puis ça arrive qu'il y a des moments que c'est plus difficile que d'autres. Puis c'est correct aussi, on est des humains. Fait que si ça te dérange pas, j'aimerais ça qu'on revienne à ce moment-là parce que ça n'a pas toujours été facile comme tu partages présentement. Donc là, au moment de ta maman, tantôt tu as dit, si on peut retourner là, si tu veux. Ben oui, absolument. Ta maman, tu disais que ça a été vraiment un moment marquant, un gros point tournant dans ta vie. Puis là, on parlait des idées suicidaires, on parlait du gun que tu avais, du fusil, du pistolet. Clairement, tu n'as pas passé à l'acte. Non. Bien heureuse. Sinon, je ne t'aurais jamais connue, chère amie. Je suis débarrassée en plus. Je suis vraiment heureuse que tu sois en vie. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que... C'est-tu le fait que tu t'es dit « je me donne une autre journée » ou il y a quelque chose d'autre à ce moment-là qui t'a aidé de te sortir de ces idées-là puis de te prendre toi en main, de te choisir, en fait? Écoute, un peu comme le trouble alimentaire, un peu comme les idées noires, un peu comme des pensées pas toujours fines, je pourrais jamais te dire qu'elles ne sont plus du tout jamais revenues dans l'esprit. La différence, c'est que je les nourris pas, comme quand j'avais 10, 15, 20 ans. Des idées suicidaires, des idées noires, des périodes sombres, on en a, j'en ai. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je suis pas responsable de l'épreuve tout le temps qui m'arrive, d'un accident, d'une crevaison, peu importe ce qui m'arrive, un contrat qui n'est pas renouvelé. Je peux pas toujours contrôler ça, mais je peux contrôler comment je vais y réagir. Donc, c'est quoi la petite voix à l'intérieur de moi? C'est une voix gentille, c'est une voix bienveillante, c'est une voix qui juge, qui me flagelle. Donc, je pense que avant d'être capable de faire de l'accompagnement de fin de vie, aller dans les soins palliatifs, il a fallu... Ce que tu fais. Oui, mais il a fallu que je passe par une période de transition où j'ai mariné dans ces émotions-là, où j'ai eu des difficultés, où j'ai souffert. Tu as été confronté à la mort. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, ça faisait mal. Tu sais, j'aurais jamais pu tenir la main d'une personne en fin de vie puis de parler de la mort, celle de ma mère ou d'autres, aux personnes qui sont vraiment là en train de perdre un proche. J'aurais pas pu le faire. Mais c'est d'accepter que pendant une certaine période de transition, il y a de l'inconfort. Tu sais, c'est l'espèce de... L'inconfort et la douleur, là, ça peut faire mal. Oui, mais tu sais, j'ai l'impression qu'en dessous de tout ça, de façon très inconsciente, il y a une force vitale qui veut vivre en moi et qui me fait te dire « donne-toi une autre journée ». Tu sais, il y a quelque chose qui est en dedans de moi qui dit « asti que ça fait mal, c'est vraiment pas le fun ». Mais donne-toi une autre journée. Donne-toi-en une autre, tu sais. Et pendant que tu te donnes cette autre journée-là, tu permets à quelqu'un à qui tu peux parler de t'aider, de t'accompagner, même s'il ne dit pas un mot. Donc, il y a eu tout le temps en moi cette espèce de désir de vouloir aller mieux, mais de vouloir en parler. Parce qu'à un moment donné, j'ai appris à me déprogrammer, de ne pas exprimer mes émotions, puis qu'il y avait plus de gains à les exprimer que de les réprimer. Alors, quand tu découvres la récompense de « Ah, ça fait du bien de te parler, ça fait du bien », bien, déjà là, aller mieux, bien, ça se peut. Donc, tu découvres, de mettre des mots sur les MAUX, les mots, ça me fait du bien. Donc, là, à un moment donné, il se passe de quoi que, OK, mais là, je vais arrêter ou je vais essayer d'arrêter d'accumuler. Donc, ça, c'est dans ma jeune vingtaine qu'il y a eu des switches comme ça, tu sais. Et c'est la même chose avec les troubles alimentaires. C'est de tolérer aussi l'inconfort de cet inconfort-là, puis de nourrir la partie qui veut vivre. Parce que lorsqu'on enfouit les émotions, lorsqu'on enfouit ce qu'on vit, l'inconfort ou la douleur, que ça soit, ou qu'on le gèle, que ça soit... Puis quand je dis geler, là, c'est pas juste avec la consommation, la drogue. Ça peut être avec le sexe, ça peut être avec la nourriture, ça peut être avec le travail, avec la consommation de peu importe. Il y en a que ça va être les achats en ligne, peu importe. Tout ce qui vient geler, ça peut être même TikTok. Juste d'être TikTok à scroller sur le téléphone, c'est de pas ressentir ce qu'on vit actuellement puis se donner des petites shots de dopamine au cerveau. Exact, la dopamine au cerveau. Bien, c'est des façons de se geler, de pas ressentir ce qu'on vit actuellement. Donc, il y a quand même de se permettre, c'est pas facile, surtout lorsqu'on sait qu'on a des stratégies, que ce soit
n'importe quel que je viens de nommer ou autre, parce qu'il peut y en avoir d'autres, de ne pas ressentir ce qu'on a à vivre, c'est beaucoup plus facile de faire ça que de se permettre de vivre. Mais c'est sur le long terme que là, tu sens la différence. Puis c'est de en fait, je ne pas accrocher, d'essayer de nourrir, de faire grandir la petite partie en dedans qui veut vivre. On a toute cette petite partie-là, cette petite flamme-là, la braise qui est encore là, quelque part, à réallumer. C'est là-dessus qu'il faut mettre notre regard pendant qu'on se libère de ces émotions-là ou cette souffrance qu'on vit. Absolument. Puis, tu sais, c'est la métaphore du homard. Tu sais, le homard va aller changer sa carapace des dizaines, des centaines de fois tout au long de sa vie, mais pour qu'il se libère de sa carapace, parce qu'il n'est pas venu au monde un mort de 8 livres, là, tu sais, il est tout petit. Donc, il faut qu'il se cache dans les coraux, derrière des roches, mais à chaque fois qu'il se libère de sa carapace, il est vulnérable. Il est comme un petit mollusque. Il n'y a absolument rien pour le protéger. Mais il va se cacher, puis après ça, il revient avec sa nouvelle carapace. Mais ce qui précède cette nouvelle carapace-là, cette espèce d'élan de vie, cet élan de croissance, mais ça lui demande un acte de foi, de se lancer dans l'eau comme ça pendant qu'il est en train de se refaire une nouvelle carapace. Donc, l'être humain a besoin aussi de se retirer, de s'isoler. Prendre un pas de recul. Prendre un pas de recul pour trouver un sens à notre souffrance. Alors, si on te bourre de médicaments, si toi, tu te bourres de façon à te plus te sentir, puis, tu sais, je suis pas contre des médicaments, on m'en a déjà prescrit pour des raisons très, très, très spécifiques, je suis pas contre. Mais il faut pas m'empêcher de vivre. Je veux pas m'empêcher de ressentir, c'est normal. Mais si on m'empêchait de ressentir, et si moi, je le faisais par moi-même, ou si quelqu'un d'autre me bourrait de drogue, légale ou pas, j'aurais pas permis à mon âme de croître. J'aurais pas permis à mon âme de comprendre la souffrance et de donner un sens dans le but d'éventuellement aider plus les autres et d'être libéré, puis de comprendre que les règles du jeu de la vie, c'est de faire partie d'une grande game où il va y avoir toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de grandes joies, des peines, des victoires, des sentiments d'échec, mais c'est ça la vie, c'est ça les règles du jeu. C'est ça la vie, à expérimenter, ben oui, à s'amuser. Oui, la vivre, l'expérimenter, puis essayer de s'amuser à travers ça. Puis expérimenter, ceux qui écoutent, essayez-le parce que c'est difficile au début tant qu'on n'a pas vécu le après ce qu'on est en train de partager, de se permettre de vivre tout ça, les émotions, de faire grandir le petit wow, la petite partie qui veut vivre, qu'est-ce qui nous allume. Mais il faut le vivre jusqu'au bout pour après avoir tout ce que tu as partagé. Mais un coup qu'on l'a fait une fois, c'est là qu'on le sait que après ça, il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Le chemin est tracé, là. Mais il faut le vivre, sinon ça reste juste de la théorie, ça reste juste quelque chose qu'on a entendu. Même si vous lisez plein de livres, faire plein de conférences, il faut se permettre de vivre et non juste rester dans le... Oui, exact. Il ne faut pas que ça reste dans le mental. Non, c'est la première étape. Quand tu lis un livre de croissance personnelle, de spiritualité ou peu importe, puis tu lis le psychologue qui te parle, déjà, tu ressens le bienfait. « Oh my God, ça donne bien du sens. Oh wow! » Ben, OK, parfait. Première étape, tu es touché, mais ça reste un peu en circuit fermé. Mais s'il te dit « Essaye donc ça, va donc faire du bénévolat, va servir à la soupe populaire, va remettre des petites médailles aux enfants handicapés, tu vas voir. Puis là, quand tu fais juste lire ça, c'est vrai que ça doit faire du bien, ça doit être le fun. La journée que tu le fais, ben là, tu es aligné. Là, tu as goûté concrètement l'impact d'un geste de bonté, qu'il soit, mettons, reçu ou donné. Tu le vois, là, tu le vois que ça fait du bien. Donc, c'est plus juste théorique, tu l'as incarné. Et quand c'est quelque chose que tu ressens, bien là, tu bouges. Tu changes. Il n'y a pas de mots sur ça. Moi, j'arrive pas à mettre de mots, puis je dis c'est quelque chose qui se vit. Lorsqu'on permet à l'autre d'exister, lorsqu'on accueille l'autre, peu importe l'impact qu'on a, que ça soit à travers, comme tu dis, le bénévolat, tous les engagements sociaux que tu as, je pourrais dire, eh bien, l'impact que ça a, juste d'entendre, de permettre à l'autre d'exister, là, quand on parlait de connexion, c'est ça. Puis c'est puissant, l'impact que ça a. Ça s'exprime pas, je trouve. C'est quelque chose qui se vit, mais qui goûte tellement bon aussi. Puis de se permettre d'exister en tant qu'humain, peu importe ce qui se passe actuellement, parce que lorsqu'on juge pas, puis qu'on est ouvert, puis qu'on permet à l'autre d'exister, c'est tellement puissant ce qui en ressort. Ça crée des beaux moments. Absolument, absolument. Et il y a de la joie à travers ça aussi. Bien, ça, c'est la joie de vieillir. La joie de vieillir, parce que oui, il y a des pertes
à vieillir. Il y a des choses que je ne ferai plus, que je faisais à 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Il y a des choses que je ne fais plus. Je vais faire différemment. Mais les pertes dues au vieillissement et à l'usure du corps sont drôlement bien compensées par une âme plus sensible, une sagesse plus, j'allais dire, bienveillante, parce que c'est pas juste de la connaissance. Non, mais tu sais, il y a une douceur qui m'habite maintenant qui n'était pas là à 20 ans. Donc, oui, c'est pas le fun. Puis Risset Barrier m'avait dit, qu'il y a un ami de papa qui est décédé maintenant, mais il disait, tu sais, si le matin, tu te lèves, là, passé 50 ans, puis que tu as mal nulle part, ben, c'est parce que t'es mort. Ah! Ben oui, c'est vrai, c'est normal. Qui a pas mal dans son corps comme à 50, Jeannette Bertrand 60, 70? dit, à tous les matins, elle se lève, elle a mal partout. Mais elle est heureuse d'être en vie. C'est un cadeau aujourd'hui. En fait, on oublie ça dans l'appréciation. Ouais. L'appréciation, c'est tellement important de prendre le temps de reconnaître, d'apprécier. Puis juste ça, d'être en vie le matin, de s'ouvrir les yeux et d'être en vie, là, c'est précieux, ça. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ben non, faut le réaliser. Mais ça, ben, il faut connaître la noirceur, la douleur, le deuil, la perte. Il faut connaître vraiment ces émotions-là pour apprécier la vie, la lumière, la beauté, tu sais. Sinon, moi, je pense que c'est à ça que ça sert aussi, là, tu sais. Puis quand tu es capable d'accueillir les deux, parce que oui, tu dis, la mort, c'est pas le fun, la vieillesse, c'est pas le fun. C'est vrai que c'est pas le fun. Oui, mais c'est la vie. Non, mais ça fait partie de la vie. Ben, c'est inévitable. Ben, tu sais, nous, on est au Québec. On a des périodes d'hiver, des fois, qui sont tough, il y a fret, puis des fois, c'est long, puis les journées d'ensoleillement sont pas aussi longues. Ben ouais, mais c'est un passage obligé. C'est vrai qu'on tripe sur le printemps puis l'été, mais ça vient avec. Donc, tu sais... C'est correct. Ben c'est correct, ça fait partie de la vie. Ben ouais. Puis, c'est tellement extraordinaire, tout ce qu'on partage, puis de s'ouvrir à la vie aussi, à ce qui est là, puis d'accueillir ce qui est là. Puis c'est ça, les expériences de la vie. Puis, tu partages... Je te pose la question si toi, c'est comme ça, parce que moi, je le ressens comme ça. Tu sais, je ressens vraiment la joie de vivre, là, je la ressens vraiment profondément, puis ça émane, tu sais, dans le sens que les autres la ressentent. Quand je ressens vraiment la joie de vivre à l'intérieur, c'est pas quelque chose que je prends de l'endroit, d'un milieu où ce que je suis ou d'un objet, ou c'est vraiment de l'intérieur. Puis, est-ce que tu es d'accord de dire que plus qu'on se permet d'être qui on est, de nous accueillir, d'être connecté à qui on est, plus qu'on permet toute la gamme des émotions, comme qu'on a dit tantôt, que ce soit la noirceur, les moments plus difficiles, que la joie, que ça va aussi en intensité pour la joie. Est-ce que c'est là aussi? Le ressenti de la joie, de quand tu es bien, puis tout ça? Bien, je pense que ça va avec l'inconditionnel, de s'accepter de façon inconditionnelle, de s'aimer de façon inconditionnelle. Et s'il y a des choses que tu n'aimes pas de toi, dans tes comportements, dans tes paroles, mais c'est pas final. Il y a des façons de te pardonner, de demander pardon. Tu peux travailler sur toi, tu sais. Donc, je te disais tantôt, on ne change pas par vertu, on change par nécessité. Puis à un moment donné, bien, à force de souffrir, puis que tu t'auto-infliges beaucoup de souffrance de façon consciente ou pas, bien, il est peut-être temps que tu regardes c'est quoi. Donc, moi, je pense que cette acceptation inconditionnelle de soi te permet d'aller n'importe où et tu ne te feras jamais prendre hors d'équilibre. Quand tu es toi, tu t'acceptes toi et d'accepter aussi que bien, peut-être que je suis venu au monde avec des petites failles, avec des petites pocs. Oui, puis tu sais, veux pas, tu viens d'une famille dysfonctionnelle, ça a laissé des traces, là, tu sais. Donc, j'ai peut-être pas le contrôle sur les blessures, sur les traumas, mais j'ai quand même du pouvoir sur bien, qu'est-ce que je vais en faire. Donc, j'accepte que j'ai une certaine fragilité au niveau de l'anxiété, j'ai une certaine fragilité au niveau du rejet, de l'abandon, mais je n'en suis pas une victime. Mais parce que j'en suis conscient, ça peut devenir une force. Alors, quand je vois que, je la trouve tough aujourd'hui, ta personne que, mettons, que je commence à fréquenter, je sais pas, moi, ça fait 2 heures que j'ai envoyé un texto, 3 heures, puis, elle m'a pas répondu. Puis ça me fait de quoi? Ben, attends une minute. OK, regarde, mais ça se peut qu'elle soit dans une impossibilité de répondre, peu importe. Surtout si, mettons, tu es une chirurgienne puis dans une salle d'op, ben ça se peut qu'elle soit là pendant 6 heures de temps. Ce que je veux dire, c'est que mes petites fragilités, mes pulsions d'anxiété, ça remonte à loin. Aujourd'hui, j'ai des outils maintenant pour mieux les accepter puis les reconnaître pour dire « Ah, OK, je reconnais cette espèce de sentiment d'insécurité-là. » Ben, écoute, moi, je pense que tu peux le nommer. Si tu es en relation professionnelle, affective, assez intime avec un proche, tu peux nommer ces choses-là. Tu peux dire « Tu sais quoi?
moi, je suis fragile à telle réaction, tel comportement, je veux juste te l'expliquer. Puis si la personne prend le temps de t'écouter, mais par amour, par respect, elle va faire attention. Puis ça ne fait pas attention, puis elle continue d'abuser de son pouvoir sur toi parce que tu t'es dévoilé à elle. Questionne-toi sur la qualité de cette relation-là avec toi. Choisis-toi. Mets-toi en priorité. Donc, pour paraphraser un peu ce que tu disais tantôt dans d'autres mots, mais Catherine Agostini, avec qui on a organisé beaucoup de voyages avec l'agence Spiritour, elle avait dit une phrase quand on avait été en Inde, une des sagesses indiennes qui disait d'accueillir ce qui est, tel qu'il est, sans jugement, avec bienveillance. Et ça, je l'ai dit les 4 parce que beaucoup de gens vont dire « Hey, c'est l'accueil, il faut que tu accueilles ça, il faut que tu sois ouvert à ça. » Bien, oui, c'est une étape importante, accueillir ce qui est. OK, j'accueille ce qui est. Mais à ta minute, là, tu veux le modifier, j'essaie de l'accueillir, mais à ta minute, essaie de pousser un peu plus loin. Mais tel que c'est. Accueille ça tel que c'est, pas selon ton agenda à toi, selon ce qui se présente. OK, je l'accueille, tel que c'est. OK, parfait. Mais amène une petite touche de non-jugement. Ne juge pas la situation, puis ajoute-y une petite couche de douceur et de bienveillance. Ça désamorce bien des situations, bien des problèmes. C'est extraordinaire ce que tu viens de nommer parce que j'allais ajouter la compassion et la compassion, c'est exactement ça. Parce que tantôt, tu as nommé juste avant que tu ressentais même de la douceur envers toi. Et l'abandon, le rejet, lorsqu'on est au regard des autres, là, c'est nous-mêmes à la base qui s'abandonnent puis qui ne se permet pas d'être qui nous sommes, puis qu'on s'éloigne de qui on est. Donc, tout ce que tu viens de nommer, mais envers soi, avec beaucoup de tendresse et d'amour, ça, là, on ne peut pas passer à côté. C'est ça, la compassion, l'autocompassion. Et c'est tellement puissant, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on ressent. Puis lorsque ça vient que ce soit nos triggers, nos défis, nos sensibilités, comme tu dis, peu importe, bien, voyez-le comme c'est un autre signal. C'est tout simplement un signal que mon corps, ma tête m'envoie de... C'est le temps que je prenne un temps pour moi, puis que je m'observe, puis peut-être que je fasse quelque chose pour moi, puis de rajouter toute cette compassion-là. Et que ça s'apprend dans douleur. Ça n'a pas toujours été facile, mais effectivement, merci à la douleur, merci à la souffrance, merci aux épreuves, parce que ça a été des grands maîtres, hein? Mais ça prend du temps, puis effectivement, on ne peut pas revenir en arrière. Ça serait facile de dire, hey, si j'avais eu, mettons, je sais pas moi, du Concerta, quelque chose pour m'aider à rester plus concentré, j'aurais eu des meilleures notes. Si j'avais eu ça, je serais peut-être devenu médecin. Ben oui, mais si ma tante avait des roues, ça serait un autobus. Si ma tante avait des gosses, ça serait mon oncle. T'sais, avec des si, on peut tellement faire d'affaires, mais maintenant que je ne peux pas changer le passé, qu'est-ce que je peux changer au présent pour me permettre d'avoir un futur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bienveillant, avec plein de potentiel, mais c'est maintenant que je dois commencer à regarder ça puis à me libérer de ce qui ne fait plus mon affaire. Qu'est-ce qui m'aide plus? Qu'est-ce qui me nuit maintenant? Si j'en prends conscience puis que je continue de le répéter, c'est moi le cave, là. C'est moi qui n'est pas allumé, là, tu sais. Donc, j'ai plein d'occasions de changer aujourd'hui, d'avoir un autre début, un autre lancement, une nouvelle façon d'être. Puis vieillir, ben, tu sais, je t'en avais parlé parce que je travaille sur plein de beaux projets, mais le fait de connaître, tu sais, j'ai pas la date de fin. Mais à 60 ans, je suis pas mal plus proche de 85-90 ans que quand j'en avais 20 ans. Quand on prend pour acquis dans le concept qu'on va mourir quand on va être vieux, mettons que j'achète cette formule-là, OK, mais tu sais, quand j'ai regardé le nombre de jours qui me restait à vivre selon les statistiques au Québec, au Canada, ben moyenne d'âge, l'espérance de vie, c'est peut-être 85 ans quand tu es en forme. Mais de 60 à 85, c'est juste 25 ans. 25 ans fois 365, si tout va bien, c'est ce qui me reste. Peut-être je vais vivre plus, peut-être moins. Donc, le fait d'être conscient, alors ça, c'est venu aussi avec les soins en palliatif, l'accompagnement de fin de vie, les pertes de ma vie. Mon père, ma mère, beaucoup de gens que j'ai aimés. Être conscient puis apprécier ce qu'on a dans le moment présent. Exactement, parce que ici, maintenant, il y a du pouvoir en maudit. Il n'y en a pas tant dans le futur, puis il n'y en a pas tant dans le passé. Donc maintenant que je prends conscience, encore plus, il y a du turbo qui s'installe dans ma vie. Puis là, je ne perds plus de temps. Là. Je ne veux pas perdre de temps. Là. Ça vaut vraiment la vie. Puis il y a plein de choses qui me viennent en tête, tu sais, que ça soit parce que tu es athlète aussi, que ce soit tes entraînements,
que ça soit la musique, là je viens d'avoir un flash, tu sais, sur les réseaux sociaux, ceux qui te suivent. Maintenant, depuis pas si longtemps, tu commences à partager des vidéos. Je trouve tellement, c'est ça que je te disais, je trouve tellement que tu vibres, que tu as l'air tellement à t'amuser dans tes vidéos. Est-ce que tu partages un petit peu un petit moment, quelque chose, tu partages une citation ou un événement, puis là, oups, tu nous rattaches ça à une musique, parce que tu es musicien aussi, Jean-Marie. Et là, tu joues une toune et tu nous poses ça, ce beau vidéo-là, mais à travers ces vidéos-là, je ressens tellement de la joie, je te sens vraiment connectée à qui tu es pleinement, puis j'aime ça. Regarder ces vidéos-là, c'est tellement extraordinaire, mais tu t'amuses dans ces moments-là. Absolument. Il est à peu près temps. Non, mais tu sais, ça fait des années que je fais de la musique. J'ai commencé... Tout jeune? Tout jeune. J'ai commencé à pianoter, je devais avoir 4-5 ans, tu sais, mais c'est que la musique, elle est tellement omniprésente dans ma vie depuis que je suis tout petit que j'ai soit pas osé, soit que je sais pas, je me suis réfugié par rapport à la comparaison à d'autres. Il y en a tellement d'autres qui étaient meilleurs, plus doués, plus ci, plus ça. Non, ben non. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Qu'est-ce qu'elle a, pas ma voix de chanteur, mais ma voix musicale? Qu'est-ce qu'elle a de plus, tu sais? Puis à un moment donné, il vient justement que tu pognes 60 ans, parce que j'ai eu des périodes dans ma vie où j'en ai fait de la musique, j'en ai fait professionnellement, mais jamais assez pour gagner ma vie comme je le fais bien maintenant, tu sais. Puis j'ai du fun à faire mes conférences, à faire des séries de télé, à faire des livres. J'ai énormément de fun. Sauf que la musique, ses racines dans ma vie sont beaucoup plus loin et profondes dans le sol. Et je me dis, pourquoi je ne ferais pas de quoi avec la musique, tu sais? Alors, au lieu de penser à faire 1001 projets, ben là, je me sers des réseaux sociaux, je sors mon piano, je pianote un peu, puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, tu me redonnes le goût de refaire de la musique. Ma sœur, Anne-Élisabeth. Wow! Anne-Élisabeth, elle me dit « Hey, c'est drôle, depuis que je t'ai vu faire tes niaiseries là, sur TikTok, hey, ça m'a redonné le goût de refaire du piano. » Ben go! On est beaucoup de musiciens chez nous dans ma famille. On est très artistes dans l'âme. Mais c'est important. Puis je trouve tellement que ça apporte de la légèreté, de la joie, justement, dans les journées. Moi, à chaque fois que t'en passes un nouveau, je suis comme « Oh, wow, extraordinaire, un autre beau aujourd'hui. » Tu sais, juste de prendre le temps de se déposer. Puis c'est pas long, là, les vidéos, là. C'est des petites vidéos courtes. Et ça apporte de la joie, de la légèreté. Et toi, juste comment tu te sens, là? C'est ça que je ressens dans la vidéo. Je suis comme, t'es tellement dans ton élément, dans qui tu es, là. Puis là, tu lances des niaiseries aussi parce que t'aimes ça. Il y a des gaffes, puis il y a toutes sortes de niaiseries. Puis là, je m'amuse avec ça. Mais c'est toi, c'est Jean-Marie, ça! Ben oui, puis là, je contrôle pas vraiment les modèles, les outils de montage. C'est un peu boboche là-dedans, mais je me dis... C'est l'authenticité, Jean-Marie, c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait, il n'y a rien de parfait. Qui nous donne des trucs. Notre monteur, notre metteur en ondes, dit « Donne-moi donc des trucs avec iMovie. » Mais ce que je peux dire là-dedans, c'est que le plus important, tu l'as nommé tantôt, le mot « plaisir ». Le plaisir doit être au cœur de nos jours, à tous les jours. Pas juste la fin de semaine, pas juste le dimanche. Non. Le plaisir est là. Amuse-toi, mets du plaisir là-dedans. Puis, je le sais qu'il y aura toujours des virtuoses en musique qui vont me torcher au piano. Je le sais qu'il y aura toujours des gens qui vont avoir des grandes voix, qui vont avoir des multiples talents. Puis c'est vrai, j'aime mes grands chums, Michel F. April, c'est un asti de musicien de la mort, il joue de tout, il est écœurant. Mais on a fait de la musique ensemble, on a fait un album ensemble, puis je l'envie pas. Je trouve ça grandiose de voir un gars faire autant de musique avec autant de talent. Puis c'est un gars qui a une joie de vivre. Alors, tu sais, je suis pas là à me comparer à lui ou à d'autres, mais je me dis, ben regarde, moi, avec le talent que j'ai envie de faire telle affaire, go. Avec le talent d'acteur que j'ai envie de faire ça. Mon talent de communicateur en conférence ou en auteur, vas-y. De toute façon, regarde, là, il y en a tout le temps des meilleurs que toi, mais c'est pas une bonne excuse pour pas le faire. Oui, puis il faut pas regarder les autres. Nous, on est tous uniques. Ah D'un, la perfection n'existe pas, mais... Non. C'est d'être qui nous sommes pleinement. Puis on a tous quelque chose à apporter à un et à l'autre. Puis là, je vois l'heure qui passe. Il va déjà falloir qu'on s'arrête. Puis je trouve que c'est une belle fin sur justement le plaisir, être qui on est vraiment, s'épanouir. Puis tu sais que c'est possible, Jean-Marie. Puis merci d'être venu partager. On n'a pas eu besoin d'aller dans les détails de ce que tu as vécu, de tes noirceurs, mais les gens peuvent avoir une bonne idée juste à travers ce qu'on a nommé. Ils iront nos livres. Ils iront les livres, exactement, tout à fait. Mais, tu
Tu sais, c'est possible, peu importe ce qu'on a vécu depuis tout petit, que tu nommais dès le début de l'épisode, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe la noirceur, pour prendre tes mots, peu importe les défis, les cadeaux mal emballés, c'est possible de grandir de ça, puis de savourer la vie au quotidien. Puis je ramène d'être dans le moment présent. Tu sais, je sais que tu fais beaucoup de méditation. Donc, la méditation aussi, c'est de se ramener dans le moment présent, ou même tes sports, peu importe, quand tu fais de la musique aussi. Donc, à travers tout ça, de s'amuser, savourer la vie avec tous nos sens, puis de savourer chaque moment présent, puis juste d'être en vie aujourd'hui, c'est un cadeau, là. Ah ouais. Puis tu sais, on a une vie, vivons-la, puis allons à la découverte de qui nous sommes vraiment. Pas ce qu'on a tenté de nous programmer, pas les idées préconçues que tu as achetées pendant nombreuses années, mais tu te dis que ça ne résonne plus maintenant, bien, change ça. C'est quoi ta voix? Tu sais, mon père, sa chanson, chante là ta chanson. C'était ça que ça voulait dire, dans le fond. Tu sais, les paroles. Moi, j'écoutais pas les paroles. J'avais TDAH fini. C'est tellement J'étais pas vrai, capable. je viens d'allumer, oui. Chante là ta chanson, C'est la chanson vrai. de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la qu'elle est belle, ta vie. Bon, ben, c'est ça, mais chante-la ta chanson. Ben, c'est ça. Chante pas celle d'un autre. Joue pas la musique d'un autre. Joue ta musique à toi, tu sais. C'est que si t'es pour écrire un livre, laisse pas le crayon de quelqu'un d'autre l'écrire à ta place. C'est ton crayon à toi, c'est ta voix à toi. Donc, il vient un moment donné, tu te dis « fuck that shit ». Les gens vont penser ce qu'ils veulent anyway. Derrière un best-seller ou derrière un succès limité, on s'en fout. Si tu vis pour les trophées puis les succès, tu vas être en déception de 3/4 du temps. Parle à n'importe quel acteur. Il y a eu bien plus des déceptions de ne pas avoir eu le rôle par rapport à toutes les auditions qu'on passe, contrairement à ceux qu'on a eus. Pour un rôle obtenu, il y en a combien que tu n'as pas eu? C'est la même affaire dans bien les affaires, tu sais. Wayne Gretzky l'a toujours dit, tu vas manquer 100% des tirs que tu ne prendras pas. Si tu veux scorer, il faut que tu te lances. Mais ça se peut qu'il y ait bien des tirs qui passent à côté du net. Ben oui. Mais si tu ne tires pas, tu es sûr de ne pas scorer. Ben, prends une chance. Puis il n'y a pas d'erreur. La seule erreur, c'est de rien faire, c'est de ne pas passer à l'action. Erreur. Exact. C'est la pire erreur, c'est le doute. Tu sais. Choisir le doute comme philosophie de vie équivaut à choisir l'immobilité comme moyen de transport. Oh! Ça, c'est Yann Martel, celui qui avait écrit Histoire de Pi. Moi, là, le doute, là, correct de douter, mais fais-en pas un hymne national. Doute quelques secondes, doute quelques minutes, puis c'est correct. C'est un signe d'intelligence, c'est correct. Mais si tu marines dans le doute, là, tu vas rester sur place bien longtemps. Après ça, chante ta chanson. Chante-la ta chanson. Ah, j'adore. T'es papa. Ah, vraiment. Ouais. Chante à ton papa. Et puis j'aime cette chanson-là. Tellement... Je viens juste de faire le lien. Ben là, c'est le lien que moi, je pense que c'est. Incroyable. Ça a l'allure. Ben, moi, tu l'achètes, hein? Oui. Chante ta chanson. C'est parce que moi, juste vite, c'est que c'était impossible pour moi d'écouter les paroles pendant qu'il y avait de la musique. Je suis un musicien. Okay. Donc, quand la musique me transperce le corps, j'aurais le plus beau texte, il me passe au-dessus de la tête. Il faut que j'aie le livret sous les yeux et que je lise puis que je focus sur les maudites paroles pendant que la musique, elle me fait encore vibrer. C'est ça, je pouvais pas faire les deux en même temps, mais quand je suis déposé, quand je médite, quand je relaxe, là, je vais focusser sur une chose. Mais la musique, je suis un vrai musicien. Ça me fait trop vibrer. Donc, il y a des textes, là, je m'en compte. Ça donne à rien, ces maudits textes-là. La voix qui chante des paroles, c'est pas les paroles que j'entendais, c'est la ligne mélodique de la chanteuse ou du chanteur avec sa voix. Ça, pour moi, c'est important, ça fit avec la musique. Tu vois-tu comment c'est toi, quand je te dis que je regarde tes vidéos puis je le ressens? Pas le choix de faire de la musique, Jean-Marie. Je pense c'est entre autres pour ça que j'aime pas trop chanter, parce qu'en plus, j'aimais pas ma voix quand j'étais plus jeune, puis on me disait que je faussais, puis pourtant, je chantais correct, d'incorrect, le kit, mais je me dis de la merde, moi, je vais investir. Mais je dis pas que je chanterai pas, là. Ça va peut-être arriver à un moment donné, mais... Faut jamais dire jamais. On verra, là, mais tu sais... À suivre. À suivre, certain. Hey, merci, hein. Mais attends, j'ai 3... Merci, moi aussi, je t'envoie des becs. D'accord. Mais avant, j'ai 3 dernières petites questions avant qu'on s'arrête. OK. La première, c'est quoi ta plus grande fierté ou quelque chose que tu as accompli que tu n'aurais jamais pensé être capable d'accomplir, là, puis que tu as sorti de ta zone de confort où tu t'es lancé? Bon, c'est sûr, faire des sauts en parachute, faire de la plongée sous-marine, faire de la moto, avoir fait du sport de haut niveau, c'est des choses que je pensais pas quand j'étais tout petit, obèse, mal dans ma peau,
pas en santé. D'être devenu athlétique, c'est sûr que c'était un aspect qui était loin de moi, mais d'avoir aussi fait une belle démarche bouddhiste, c'est des choses que je pensais pas non plus. D'avoir rencontré des grands maîtres, c'est des belles choses. D'avoir écrit des livres, oh my God, il y en a trop. Je peux pas dire une seule chose, mais en fait, merci que je me sois donné une autre journée. Oh, wow. Je serais pas ici. Wow, ça me fait tellement un wow à l'intérieur, Jean-Marie. C'est venu là. Oui. C'est venu là. Ouais. Wow, c'est la plus belle fierté. La Wow. plus belle chose que tu as accomplie. Oui. Oui, c'est vrai. Wow. C'est comme si j'avais, quelque part, passé à travers la noirceur, mais que je n'y suis pas resté. Ton plus grand accomplissement, wow. Oui, mais ça n'est pas pire, ça. Ça n'est pas pire. Je sais pas si c'est le plus grand, mais c'est un pas pire. C'est un... Wow. C'est un pas pire, oui. Oui. Ah. C'est beau, ce qui peut remonter hein, quand on se permet la vulnérabilité. Ah, c'est ouais, incroyable, absolument. c'est puissant. Ma prochaine question, j'en oublie ma question. Que T'en c'est tout avais le temps 3. Oui. La règle de 3. Ton petit bonheur ou tes petits bonheurs? Mon petit bonheur, mes petits bonheurs. Oh, mon Dieu. Un petit bonheur. J'avoue que donner un coup de rame quand je suis en kayak, dans mon outrigger, mon canot, là, donner un coup de rame, sentir le bateau se propulser grâce à ma force, grâce à ma technique, grâce à mon équipement, d'aller sur le fleuve, d'aller sur l'océan, d'aller sur la rivière, avec des partenaires d'entraînement ou seul, juste de sentir le vent, les éléments, de me sentir vivant, de dire « Ah! » J'ai été capable de maîtriser cette stifi d'embarcation-là instable. Kayak de vitesse, c'est zéro stable, tu sais. Puis à force d'acharnement, à force de plaisir, à force de passion, puis à force de visualisation, ça me permet d'avoir des petits plaisirs en lien avec la nature. Ah, ça, c'est des petits bas, ça. Puis du chocolat à la caramel. Du chocolat à la fleur de sel ou chocolat au caramel. Ah, c'est bon, du caramel. Gelato. Ouais, chocolat, gelato. Des petits desserts. Mais surtout qu'aujourd'hui, comme je m'en permets à tous les jours, je chire plus. Avant, j'y allais à coups de 2, 4, 6, 8 litres. Il n'y a pas de privation. D'une shot, je me prive plus. À tous les jours, j'ai des aliments plaisir. C'est important. On parlait de plaisir, des aliments plaisir, quels qu'ils soient, garde-toi. Tous les jours, des petites doses. Oui, c'est important. Et la dernière, que signifie pour toi l'authenticité? De ne plus porter de masque, de ne pas avoir peur de l'enlever aussi, et d'oser vraiment d'écouter qu'est-ce qui vibre ici, là. Mais tu l'oses, tu l'écoutes, tu le manifestes. C'est d'être vrai et d'être vulnérable. Moi, quand je pense au mot authenticité, c'est les deux côtés de la même médaille. C'est d'être vrai et d'être vulnérable. De toute façon, tu peux pas être l'un sans l'autre. C'est ça d'être authentique. C'est ça. C'est de chanter sa chanson, que tu fausses ou pas. Chante-la ta chanson. Moi, je fausse, fait que je chanterai pas. Mais non, mais que tu fausses ou pas. Oui, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Je vais la chanter. Mais ça, c'est la chanson de mon père. Mais si tu chantes ta chanson, c'est sûr que tu fausses pas. C'est ta voix. C'est toi. Tu peux pas fausser. Oh, j'adore. On fausse quand on essaye d'imiter les autres. Tellement. Oh, merci beaucoup pour ce beau moment, Jean-Marie. Bon. Un grand merci.